Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aborder une affaire criminelle qui a été décrite comme le crime le plus horrible des années 20 à Los Angeles. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Nous sommes le 15 décembre 1927, tandis que la famille Parker se réveille. Perry Parker et Geraldine Parker entrent dans la chambre de leurs jumelles, Marjorie et Marion, pour les réveiller pour se rendre au lycée Mount Vernon Jr. à Lafayette, dans leur ville natale. Les deux jeunes filles se préparent et se rendent à l'école comme chaque jour. Pourtant, en après-midi, Mary Holt, la secrétaire de l'école, voit un homme, M. Cooper, qui travaille pour le père de Marjorie et de Marion Parker, arrive au secrétariat et demande à Mary Holt de faire venir la plus jeune des Parker. Son père, Perry, a eu un grave accident de voiture et il se trouve entre la vie et la mort. Mary Holt, ne comprenant pas vraiment laquelle des deux filles, puisque c'est deux jumelles, va demander « Marjorie ou Marion? » Et M. Cooper va répondre « Marion ». Alors Mary Holt se précipite dans la classe de Marion et ramène la petite fille de 12 ans au secrétariat. Elle est en pleurs. Mary Holt a dit à Marion que son père avait eu un grave accident. M. Cooper s'approche de la jeune fille et lui dit « Ne t'en fais pas, petite fille, je t'amène à ton père. » M. Cooper et Marion partent de l'école. À la fin de l'après-midi, Marjorie retourne à la maison. Géraldine et Perry Parker trouvent étrange que seule Marjorie revienne à la maison. Ils demandent à leur fille où est Marion. Et Marjorie croit que Marion est peut-être partie chez une amie. Enfin, elle ne l'a pas vue. Géraldine va faire ses recherches auprès des parents des amis de Marion, mais personne ne l'a vue. Géraldine et Perry vont trouver ça étrange et vont donc décider de se rendre au lycée de leur fille, où ils vont croiser Mary Holt, qui est stupéfaite de voir que Perry Parker est sur ses deux jambes et il a l'air en santé. C'est là que Mary va dire que M. Cooper, un des employés de Perry, est venu récupérer Marion parce que, Perry voulait voir sa plus jeune fille puisqu'il était entre la vie et la mort. Et Perry va dire « Aujourd'hui, il est en congé. Il ne travaillait pas aujourd'hui. » On sait que la disparition de Marion Parker va être prise immédiatement au sérieux. Plusieurs articles que j'ai lus vont mentionner que Perry Parker était un grand banquier qui était prospère. Alors peut-être que le travail du père a eu un grand impact sur la médiatisation de la disparition de la petite Marion Parker. Et ici, plusieurs choses rentrent en perspective. On a la disparition d'une jeune fille de 12 ans, son kidnapping évidemment, le fait qu'elle a été enlevée directement à l'école et que la personne qui l'a enlevée s'est présentée au secrétariat, le père qui est un grand banquier prospère, et c'est une famille qui manquait de rien. Ils avaient l'argent nécessaire, ils étaient financièrement à l'abri, et que c'est un homme inconnu qui a réussi à enlever la petite fille, sous les yeux du personnel de l'école. Alors tout ça va entrer en ligne de compte et des grosses recherches massives vont commencer. Le 16 décembre 1927, c'est le lendemain de la disparition de la petite fille qu'une lettre de rançon va être envoyée à Perry Parker, exigeant 1500 $ en certificat d'or par coupure de 20 $. Ce télégramme disait « Ne faites absolument rien jusqu'à ce que vous receviez une lettre de livraison spéciale » avec la signature de Marion Parker. Un autre télégramme va également être envoyé et il disait « Marion en sécurité, faites preuve de bon sens. Interférer avec mes plans est dangereux. » Tous les télégrammes étaient signés avec des noms différents comme Destin, Mort, Renard, George Fox. Un premier lieu de rançon va donc être donné pour le soir même, soit le soir du 16 décembre 1927. Et Perry, en rassemblant l'argent de la rançon, va enregistrer les numéros de chaque coupure de 20 $
pour que la police soit en mesure de pouvoir identifier ces billets-là et essayer de retrouver la trace du kidnappeur. La tentative pour récupérer Marion Parker ce soir-là va échouer malgré Perry Parker parce que le kidnappeur va réaliser que la police a suivi Perry Parker et le kidnappeur a eu peur et il est parti. Le 17 décembre 1927, Perry va recevoir un autre télégramme du ravisseur qui disait à quel point il était en colère de la présentation nationale de l'enlèvement pour Marion Parker et il va dire à quel point il était fâché que Perry Parker ait été suivi par la police. Or, Perry Parker ne savait pas que la police l'observait, l'espionnait. Et il va recevoir également un télégramme de Marion qui suppliait son père de respecter les exigences de la rançon. Donc, la police ne doit pas être présente lors de la rançon. On sait qu'en après-midi du 17 décembre 1927, un autre télégramme va être envoyé à Perry qui va mentionner « Fox est mon nom, très rusé, vous savez. Ne tendez pas de piège. Je les surveillerai. Comprenez bien. Souvenez-vous que la vie ne tient qu'à un fil. J'ai un gilet prêt et je suis capable de gérer la situation. » On sait que le ravisseur va contacter Perry Parker au téléphone et l'échange devait avoir lieu autour de 20 heures au coin de West 5th Street et South Manhattan Place dans le centre de Los Angeles. La police ne devait pas être mise au courant et ne devait pas être sur les lieux. L'homme lui dit également qu'il reconnaîtrait la voiture de Perry et que Perry n'avait qu'à attendre que l'homme arrive sur les lieux. Perry va réussir à convaincre la police de ne pas le suivre au péril de la vie de Marion suite à la menace que le ravisseur avait fait. Si la police est là, il tue Marion. On sait que Perry Parker va finalement arriver seul sur les lieux de la rançon et il va attendre quelques instants avant qu'un coupé Chrysler arrive tout près de lui et Perry Parker va pouvoir voir Marion qui est assise sur le siège passager et qui semblait dormir. Perry va donner les coupures de 20 $ à l'homme et l'homme va partir en vitesse, il va s'arrêter un peu plus loin, il va ouvrir la portière passager, il va pousser le corps de Marion en dehors de la voiture et il va partir à toute vitesse. Perry va donc s'empresser d'aller voir sa fille qui ne semble pas bouger et il va constater avec effroi qu'elle est décédée. Ses bras et ses jambes avaient été découpés et rembourrés avec du papier et du tissu. À ce moment-là, j'imagine même pas à quel point Perry devait être troublé, choqué, attristé, mais également en colère contre cet homme-là. On sait que vers 21h ce soir-là, une autopsie va être effectuée sur le corps de Marion Parker et le coroner va constater que Marion était décédée depuis environ 12 heures avant l'échange qui avait lieu ce soir-là. Donc, elle devait être morte autour de 9 heures le matin et ses yeux avaient été maintenus ouverts avec des cordes de piano. Les tissus qui avaient rembourré les bras de Marion appartenaient au Bellevue Arm, qui était un complexe appartement. Or, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que Perry avait vu sa fille dormir à côté du ravisseur dans la voiture. Quelques instants plus tôt, avant que Marion soit jetée hors du véhicule. À moins que la fillette dormait normalement avec les yeux ouverts, c'est quand même deux affirmations qui sont erronées. Donc, on ne sait pas si elle avait les yeux ouverts. Donc, finalement, on ne sait pas si elle avait les yeux ouverts ou si elle avait les yeux fermés. Le lendemain, le 18 décembre, un homme qui se promenait va découvrir les jambes et les bras d'un enfant qui sont enroulés dans du papier journal dans un parc. Les membres sont alors formellement identifiés comme étant ceux appartenant à Marion Parker. La recherche du ravisseur va commencer exactement le 17 décembre lorsque Marion a été jetée en dehors de la voiture. On sait que 20 000 policiers vont être mis sur l'affaire et qu'une récompense de 50 000 $ va être offerte à toute information qui pourrait mener au ravisseur. On sait que quelques temps plus tard, quelques jours, quelques semaines, le montant de la récompense va être doublé, donc va être augmenté à 100 000 $ pour toute information pouvant retrouver le ravisseur de Marion. On sait que c'est un homme qui a un coupé Chrysler. Aujourd'hui, ça vaudrait à 1 814 160 $. Le 20 décembre, soit 3 jours plus tard que la voiture
du ravisseur, le Chrysler Coupé, qui avait été volé, a été retrouvé. Des empreintes digitales vont être amassées, vont être comparées, et on a l'identité de l'homme à qui appartenaient ces empreintes digitales, et il s'appelle William Edward Hickman. On sait que les enquêteurs vont également se rendre au Bellevue Arm, au complexe d'appartements, et vont parler avec beaucoup de locataires qui habitaient là, mais personne n'avait grand-chose d'intéressant à dire. Il y a même un homme, Donald Evans, qui va être interrogé, et lui non plus, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire, mis à part qu'il y a un des locataires qui est parti très vite. Or, l'enquête va continuer, puis les recherches pour William Hickman vont continuer également. On sait également que les lettres de rançon vont découvrir des empreintes digitales de William Hickman. Donc, on sait vraiment que c'est lui, c'est William Hickman, qui a fait les lettres de rançon, mais qui a également volé la voiture dans laquelle Marion Parker s'est retrouvée. On sait que les policiers vont continuer l'enquête dans le dossier criminel de William Hickman et il y a beaucoup de choses qui vont être retrouvées, notamment des vols de pharmacie, des braquages et des courtes détentions en prison dans le passé. 2 ans plus tôt, on sait que Perry Parker avait porté plainte contre Hickman pour avoir fait une falsification de chèque de 400 $. Celui-ci va être traîné en justice et il va être condamné à une probation. Il va être également renvoyé. Donc, à partir de là, on sait que Hickman et Perry Parker ont travaillé ensemble à la banque où Hickman était un officier, donc un garde de sécurité. Au même moment, il y a d'autres enquêteurs qui vont continuer leur enquête et ils vont découvrir que la dernière adresse de Hickman était au Bellevue Arm et qu'à ce moment-là, il prenait le nom de Donald Evans, l'homme qu'ils avaient déjà interrogé dans le complexe d'appartements. Évidemment, après que Donald Evans, Hickman a été interrogé par la police. Celui-ci a pris la fuite de son appartement. Donc, lorsque les policiers sont arrivés, l'appartement était déjà vide. Là, on va se mettre à inspecter l'appartement vide du tueur. Lorsque les policiers vont entrer dans l'appartement de Hickman, ils vont découvrir des empreintes de pas ensanglantés, des brouillons de lettres de rançon qui avaient été partiellement brûlés et des coupures de journaux de l'enlèvement. Donc, toutes les preuves étaient dans l'appartement. Il y avait du sang dans l'appartement également qui appartenait à Marion Parker. Et là, pour la première fois, le concierge va être interrogé parce que la première fois, il n'était pas sur les lieux. Et lorsque les enquêteurs sont arrivés, le concierge était là. Il va mentionner beaucoup de choses intéressantes, notamment le fait qu'il avait vu Hickman, donc Donald Evans, transporter des colis étranges dans sa voiture dans la nuit du 16 décembre au 17 décembre. Et il a également nettoyé les sièges de sa voiture. Ici, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. En fait, lorsque le concierge dit qu'il a vu Hickman transporter des colis du 16 décembre au 17 décembre dans sa voiture et nettoyer les colis, ça veut dire que Marion était déjà décédée. Or, l'autopsie va révéler que Marion est décédée 9 heures avant l'échange qui a eu lieu à 20 heures le 17 décembre. Ce qui veut dire qu'elle serait morte donc le 17 décembre à 9 heures. Or, si le concierge a vu des colis étranges que Donald Evans transportait dans sa voiture du 16 au 17, ça veut dire que Marion, elle est morte bien avant. Donc, l'autopsie est erronée. Ou c'est plutôt le concierge qui a mélangé des faits. Évidemment, après avoir constaté que c'est vraiment William Hickman qui a kidnappé la petite Marion, mais qui l'a également assassinée, il y a beaucoup d'avis de recherche qui vont être placardés partout dans le pays. Et Hickman va être aperçu dans une station essence à Albany, dans l'Oregon, en direction du nord, le 20 décembre, dans une voiture verte Hudson. Il a acheté 38 litres d'essence. Donc, j'imagine que c'était sûrement pour pas avoir à s'arrêter plusieurs fois pour être le moins vu possible. On sait que grâce au billet que Perry avait fait enregistrer, Hickman s'est rendu donc à Seattle dans un magasin pour acheter des vêtements le 21 décembre. Le 22 décembre, Hickman va être aperçu dans une station-service à Portland, toujours en Oregon, et Hickman va se débarrasser également de sa plaque d'immatriculation à ce moment-là. On sait que 2 policiers qui étaient dans leur voiture à ce moment-là, donc Tom Gurdan et Buck Liu Allen, ont reconnu Hickman et une course-poursuite va s'ensuivre pour que finalement Hickman se fasse arrêter. Lorsque Hickman va se faire arrêter, il va dire aux 2 policiers « Un démon l'a tué, je ne sais pas qui c'est. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent pour payer mes études universitaires. »
On sait que Hickman va être envoyé à la prison de l'Oregon où il va impliquer les deux frères Kramer, deux criminels qui étaient déjà en prison au moment de l'affaire Marion Parker. Il va être donc extradé à Los Angeles où Hickman va avouer d'autres crimes comme un meurtre dans une pharmacie, des vols à main armée, etc. On sait que Hickman était recherché pour avoir commis un meurtre dans une pharmacie, d'avoir assassiné un pharmacien du nom de Tom. Pendant le procès, on sait qu'il va plaider la folie. Sauf que il y a un gardien de prison qui va venir au procès et qui va mentionner à quel point souvent Hickman lui a demandé comment avoir l'air d'un fou. Donc, ça prouve que Hickman était tellement lucide qu'il était incapable d'agir en fou, tout simplement. Et le juge va mentionner que à aucun moment de sa vie, Hickman n'a mis de côté les mauvaises méthodes pour parvenir à ses fins, comme le ferait un individu normalement conscient des autres. Il était prêt à faire n'importe quoi, même à prendre le pire des chemins pour obtenir ce qu'il voulait. Il pense tout de même que les meurtres n'étaient pas prémédités, ni celui de Tom le pharmacien, ni celui de Marion Parker. Il réfléchissait sur le coup de l'émotion et sur le coup de ce qui se passait. On sait que dans le cas de Marion Parker, elle est restée en vie le 15, le 16 et le 17 au matin. Donc, on sait que Hickman n'avait pas l'intention de la tuer. Sauf qu'il dit que puisque Marion a commencé à faire beaucoup de bruit, ça l'énervait beaucoup et c'est ça qui a fait en sorte qu'il a fini par prendre la décision de l'assassiner. Par contre, après l'enlèvement, on sait que Hickman a réfléchi à ce qu'il avait fait et que sûrement que Marion Parker l'avait reconnu et que si il faisait l'échange avec Marion en vie, elle pourrait le pointer du doigt comme étant son ravisseur. Donc ça, c'est vraiment la preuve que Hickman savait que ce qu'il faisait était mauvais, puisqu'il a assassiné Marion Parker pour ne pas qu'elle puisse dire que c'était lui qui l'avait kidnappé. Or, s'il avait été fou, il n'aurait même pas porté attention à cette chose-là. C'est donc en février 1928 que Hickman va être condamné pour le meurtre, le kidnapping de Marion Parker, après que le jury va avoir rejeté sa défense de folie. Le juge va donc le condamner par pendaison le 19 octobre 1928. Lors de sa pendaison, Hickman va se cogner la tête, ce qui fait que son cou ne se cassera pas, donc il va suffoquer pendant environ 2 minutes. Par la suite, il va être déclaré mort. En 1928, il y a des documents de l'écrivaine et philosophe américaine Ayn Rand qui va être retrouvée après sa mort. Et elle disait à quel point elle était fascinée par Hickman. Elle a écrit « La fascination du grand public pour Hickman n'était pas due à l'atrocité de ses crimes, mais à son attitude provocatrice et à son refus d'accepter la morale conventionnelle. C'était un garçon brillant, inhabituel, exceptionnel. La société l'a transformé en un monstre sans but. » Ayn Rand va vraiment faire polémique justement à cause de ce qu'elle a écrit. C'était une philosophe qui était très controversée également, mais j'ai pas fait plus de recherches sur elle, puisque dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est Hickman et la famille Parker. Donc, qui était William Hickman? William Hickman est né le 1er février 1908 en Arkansas, aux États-Unis. Son père se nommait William Thomas Hickman et sa mère s'appelait Eva Margaret Buck. On sait que William Hickman est décrit comme un garçon très brillant. Il y a des notes aussi brillantes que lui. Au lycée, il était le vice-président de sa classe de terminale. Il gagna un prix d'éloquence et remporta un chèque de 5 $ qui vaut aujourd'hui 100 $. Il va donner à sa mère pour l'aider à survivre puisque son père a fini par quitter la maison. Il va participer à des activités extrascolaires et avait un haut niveau d'idéaux. On sait qu'à l'âge de 11 ans, tout va changer. Il va commettre des petits vols, comme des vols de bonbons dans des magasins généraux. À l'âge de 18 ans, soit en 1926, William va rencontrer Wilby Hunt, qui va vraiment le pousser vers la criminalité. Donc des crimes plus graves. Wilby Hunt, qui était déjà à son apogée en termes de crimes, va vraiment entraîner William Hickman dans sa quête pour le crime finalement. On sait que Hunt et Hickman vont se diriger vers la maison des grands-parents de Hickman qui se situe en Californie. Et c'est pendant ce voyage-là que Hickman va avouer à Hunt son plus grand fantasme, qui est de kidnapper quelqu'un, de le démembrer et de le jeter les restes sur l'autoroute. Pendant ce voyage, ils vont s'arrêter dans une pharmacie et ils vont faire un hold-up pour obtenir des médicaments. Pendant ce hold-up-là, un pharmacien du nom de Tom, va être assassiné.
vu que Hickman voulait obtenir des médicaments et que Tom l'en empêchait, ça devenait un gros problème sur son chemin. Donc Hickman va assassiner Tom. Et avant que Tom meure, on sait qu'il va alerter la police par un bouton et la police va arriver. Il va y avoir une fusillade qui va s'en suivre et on sait que Hunt et Hickman vont avoir le temps de fuir. Pendant cette fusillade-là, il y a un policier qui va être abattu et le pharmacien qui va malheureusement décéder. Lorsque Hickman et Hunt arrivent à Los Angeles, ces deux hommes vont se trouver un job dans une banque comme officier, la même banque où travaille Perry Parker. Ils vont élaborer un plan pour falsifier des chèques pour obtenir de l'argent. Pendant ce temps-là, Hickman et Hunt habitaient chez les grands-parents, évidemment, de Hickman. Le 23 mai 1927, le grand-père de Hickman va retirer une très grosse somme d'argent de son compte en banque. Le lendemain, le corps de son grand-père va être retrouvé sous un pont avec l'argent qui avait été volé. Des notes de suicide vont être retrouvées avec deux écritures complètement différentes. On sait que malheureusement, l'argent du grand-père n'est pas suffisant, donc Hickman va commencer à falsifier des chèques à la banque, dont un qui va être de 400 $ et que Perry Parker va remarquer. C'est à ce moment-là que Perry Parker va dénoncer Hickman et c'est là que Hickman va être jugé et va être condamné à une probation. On sait que pendant sa probation, William Hickman va donc fuir vers le Kansas où il va commettre un deuxième crime, donc il va étrangler une femme à mort. On n'a pas plus de détails par contre sur l'identité de la victime. En octobre 1927, il va tuer par balle un directeur d'une station d'essence à Philadelphie, donc on est rendu à son troisième meurtre. Ensuite, après autant de routes, William Hickman va décider de retourner à Los Angeles pour effectuer sa vengeance auprès de Perry Parker. C'est à ce moment-là, lorsqu'il revient à Los Angeles, que Hickman va élaborer un plan pour se venger de Perry Parker, pour lui avoir confisqué son travail. Et donc, il va décider de kidnapper Marion Parker pour pouvoir obtenir de l'argent. Il va prendre Marion, il va l'attacher sur une chaise. Il va l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Il va ensuite traîner le corps de Marion Parker dans la salle de bain où il va l'attacher par les pieds, dans le bain, où il va lui trancher la gorge pour la faire saigner. Il va donc commencer à démembrer le corps et il dit que lorsqu'il démembrait le corps, celui-ci a comme sursauté tellement que le corps a failli se détacher. On pense qu'à ce moment-là, Marion Parker était encore en vie, malheureusement. Après le meurtre, Hickman décide de se rendre au cinéma, mais il est incapable, donc il rebrousse chemin. Il réalise que Perry Parker va vouloir voir sa fille en vie, donc il décide de lui attacher les yeux en les gardant ouverts avec des cordes de piano qu'il avait à son appartement. On sait que plusieurs personnes notables vont assister au procès de Hickman, notamment Edgar Rice Burroughs, qui est l'écrivain de Tarzan, et il va mentionner « L'anormalité n'implique en aucun cas la folie ». J'ai trouvé ça ingénieux comme phrase. J'ai trouvé cette phrase vraiment éloquente, tandis que Hickman a tenté par tous les moyens de se faire passer pour fou, pour justement éviter la peine de mort, éviter la prison à vie et plutôt se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Ce qui est quand même fou, c'est que plusieurs personnes à cette époque-là croyaient que la folie impliquait la normalité, ou l'inverse. Donc, ce qui est quand même assez très loin de ce qu'on est aujourd'hui, là. On sait que Hickman, à son arrestation, avait demandé aux policiers si un jour il serait plus célèbre que Léopold et Loeb, une autre affaire criminelle qui avait marqué les manchettes. Et je pense que, tout comme dans l'affaire de Léopold et Loeb, Hickman, ces trois-là avaient un besoin intense d'adrénaline, une adrénaline qu'ils ne retrouvaient pas dans la vie. Outre, il y a des études qui ont été faites justement sur les criminels dangereux et on a remarqué que au repos, leur pouls est extrêmement bas. Donc, ce qui veut dire que pour avoir de l'adrénaline, ils doivent rechercher quelque chose qui en procure davantage. Vous pouvez, si vous voulez, je pense qu'il est encore sur Netflix, là, il y a un documentaire qui s'appelle « L'esprit du mal ». Dans le premier épisode, on parle des tueurs en série et on évoque justement le pouls faible au repos, ce qui est vraiment en
adéquation là, avec retrouve dans les actes des criminels dangereux ou encore des tueurs en série. Quand même intéressant dans cette affaire-là, c'est que souvent, on voit les tueurs en série qui viennent de familles pauvres, de familles sans le sou, ou un père manquant, une mère manquante. Or, ici, dans le cas de Hickman, ou encore dans le cas de Léopold et Loeb, ben, c'est tout à fait le contraire. C'est des gens qui venaient d'une bonne famille, qui étaient éduqués, qui avaient de l'éloquence, qui avaient une grande intelligence et qui ont décidé de faire le mal. Donc, on voit avec ces affaires-là qu'on ne peut pas simplement mettre la cause des tueurs en série sur leur environnement ou encore sur leur enfance. Il y a une partie génétique dans ces affaires-là et on en parle très bien dans les recherches d'Adrian Rain, qui est un psychologue britannique qui fait des recherches justement sur les criminels dangereux, les tueurs en série. Vous pouvez justement vous procurer un de ces livres qui se vendent sur Amazon ou encore justement vous référer à la série Netflix L'Esprit du crime où on en parle très bien. Enfin, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère aussi que vous avez aimé mes recherches. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez du parcours de Hickman, et également du parcours de Léopold et Loeb. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ces deux individus, n'hésitez pas aussi à m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de faire des recherches pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!